Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la 7e journée de cet Eurobasket. Première chose, aujourd'hui c'est mon anniversaire, il est 1h du matin, je suis en train de vous faire un débrief, alors mettez un maximum de commentaires, souhaitez-moi joyeux anniversaire, allez vous abonner au compte Instagram QLSpod et Osfit. Et voilà, donnez de la force, merci à tous ceux qui donnent de la force, franchement ça fait kiffer, merci encore. Aujourd'hui, encore une fois, grosse journée, donc j'ai pas regardé tous les matchs, on va débriefer un peu les matchs importants, il y a eu quand même des matchs importants, notamment des matchs dans notre poule, et la poule qu'on va croiser, mais on va surtout débriefer en profondeur le match de l'équipe de France, bien évidemment. Avant de commencer sur les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui, on a eu l'information pour Rokas Jokubaitis, qui est out pour toute la durée de l'Eurobasket. Coup très dur pour ce joueur qui était en train de faire une grosse compétition, qui a signé au Bayern pour l'année prochaine. On n'a pas encore la nature de sa blessure, mais en tout cas il est out pour tout l'Euro, donc ça c'est un coup dur pour la Lituanie qui faisait une bonne compétition. Je les vois pas passer les huitièmes sans leur leader. Autre forfait, mais qui nous concerne, Alex Sarr également forfait pour toute la durée de l'Euro. Sa blessure au mollet était plus grave que ce qu'on nous a dit, et au final du coup on va se contenter d'avoir Mame Jaïté, même si j'adore Mame Jaïté et on en parlera après, sur le poste de pivot, et Gershon qui va dépanner aussi, Jalen Horde aussi. Moussa Diabaté, t'as vraiment raté ta chance. Mais bon, on va pas revenir sur ce sujet. Pour les matchs du jour, du coup, la Bosnie a battu la Grèce. Alors je sais que j'avais dit que la Grèce allait gagner, mais petit truc qui a son importance pour un match de la Grèce, Yanis n'a pas joué, car Yanis a des petites douleurs au genou. Alors pareil, la Grèce était invaincue, est-ce que ils ont pas pris de risque, donc ils ont préféré le mettre au repos, etc. En tout cas, pareil, la Grèce sans Yanis, c'est quand même très compliqué. Il y a des joueurs de qualité autour, mais c'est des joueurs un peu de rôle, à part Kostas Loukas qui est un vrai créateur. Mitoglou, il est pas là pour... Alors il y a Tyler Dorsey, mais Tyler Dorsey c'est un terroriste. Il y a Mitoglou, il y a Toliopoulos, mais c'est des mecs qui gravitaient beaucoup autour de Yanis, Papanikolaou aussi, et sans Yanis c'est très difficile. Donc la Bosnie qui a pris cette victoire, avec un Tyler Dorsey, je l'ai dit, un terroriste qui fait 5 sur 14, 14 points, enfin il y a que ce Lucas qui a un peu tiré son épingle du jeu avec des pourcentages corrects, il fait 15 points, 8 passes, mais sinon ça a été difficile pour cette équipe. En face, côté Bosnie, Yusuf Turkic qui fait un bon match, enfin un gros match, il fait 18 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre, donc pas mal du tout. John Robertson également, qui met 18 points, alors avec des pourcentages un peu plus faibles. Et donc voilà, la Bosnie qui a surpris un peu tout le monde en prenant ce match-là. Et donc dans le même groupe, il y avait donc les deux autres matchs. Donc il y avait Italie contre l'Espagne, pardon. Donc ce match, ça avait l'air intéressant. J'ai pas pu le regarder en entier parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, c'était chargé, mais ne dites pas chargé dans les commentaires, je ne veux pas entendre cette musique. Petit aparté, on a quand même une touche côté cette année qui va s'appeler chargé. Je vais porter plainte contre mon coach et contre mon coéquipier qui a fait cette proposition. Donc Italie contre Espagne, l'Espagne a commencé très fort avec énormément d'adresse, il commence par un 13-0, et puis il y a le meilleur joueur de l'Italie, Salou Niang, qui a commencé à mettre de la contre-attaque, du rebond, du contre, etc. Il a été exceptionnel, Salou Niang, il joue 15 minutes, il fait 10 points, 5 sur 7 au tir, 10 rebonds, 2 contre, 20 dévals, 14 de plus-minus, 20 dévals en 15 minutes, c'est vraiment pas mal. Fontecchio qui est reparti dans le creux, qui fait 8 points à 2 sur 11 au tir, enfin, moins 10 de plus-minus. Nicolo Melli qui a pas scoré sur ce match-là. Côté espagnol, je voulais quand même noter un joueur dont j'avais parlé au début de la compétition, un très jeune, donc Mario Sansuperi, que je trouvais très timide, que je trouvais qu'il avait pas le niveau. Là, sur les actions que j'ai vues, encore une fois, j'ai pas regardé tout le match, mais je le trouve beaucoup plus agressif. Il prend 5 tirs, il met 7 points en 15 minutes. Il a pris 3 tirs à 3 points. Il a été agressif vers le cercle. Alors, il a encore du déchet, c'est un jeune joueur, mais déjà, voilà, on sent qu'il est plus à l'aise sur le terrain, qu'il est pas, il sanctionne quand on le laisse tout seul et tout. Donc ça, c'est bien. Très bon match de Santi Aldama qui fait 19 points, 10 rebonds, 4 passes, 26 dévals, mais ça n'a pas suffi. L'Italie, je pense, était quand même au-dessus. Et donc l'Italie qui, avec cette victoire, se qualifie pour les huitièmes de finale, pardon, je vais y arriver. Voilà, il y a évidemment la Géorgie qui a éclaté Chypre, mais on va pas parler de ce match-là. Donc sur le groupe C, ça nous donne un classement avec la Grèce à 3-1, l'Italie à 3-1, l'Espagne à 2-2 et la Géorgie à 2-2, la Bosnie qui est également à 2-2. Donc ça va se battre jusqu'au bout, c'est un peu la folie dans ce groupe. Je vais juste vous dire les prochains matchs
qui vont avoir lieu sur ce groupe-là. Donc la Géorgie et la Bosnie vont s'affronter. Donc le vainqueur de ce match-là va être bien placé, va prendre sûrement la 4e place, parce qu'il y en aura une qui sera à 3-2 et l'autre qui sera à 2-3. À voir ce que l'Espagne va faire, sachant que l'Espagne joue contre la Grèce, donc l'Espagne risque de perdre aussi. Donc le vainqueur de Géorgie, Bosnie-Herzégovine va être très bien placé. La Grèce qui doit l'emporter face à l'Espagne pour essayer de prendre la première place du groupe. Et Italie qui va s'assurer, à mon avis, une place à 4-1 puisqu'ils vont jouer contre Chypre. Et donc ils vont être très très bien placés également. On passe maintenant sur notre groupe. Alors il y a la Slovénie qui a battu l'Islande qui a fait un bon match et en plus qui avait Luka Doncic à 3 fautes à la fin du premier quart-temps. Donc on s'est dit ok, sans Luka, est-ce que ça va être plus difficile et tout. Franchement la Slovénie a bien tenu le coup. Je crois même qu'ils sont devant de 2 points, quelque chose comme ça à la mi-temps. Et ensuite Luka a pu jouer un peu plus en deuxième mi-temps. Luka finit quand même à 26 points à 8 sur 22. Alors il a bien arrosé, 7 rebonds et 4 passes. Mais bon voilà. On sait que quand il est sur le terrain, ça change tout de suite la dimension de l'équipe. Alexei Nikolic qui fait un gros match également, qui met 17 points, à 3 sur 6 à 3 points, 20 dévals. Et c'était serré jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Klemen Prepelic mette un gros tir à 3 points pour finir le match. Voilà, côté Islande, je crois que Hermansson fait un bon match également. 22 points, 9 sur 13 au tir, et 6 passes. Alors il fait 7 pertes de balles, donc ça compense un petit peu, mais voilà, Hermansson, c'est vraiment un bon joueur. Donc voilà, dommage pour l'Islande, la Slovénie qui du coup gagne ce match, et donc il va avoir un petit Israël-Slovénie pendant la dernière journée de cette phase de groupe qui va valoir son pesant de cacahuètes. Israël justement qui a battu la Belgique de seulement 3 points. Alors la Belgique avait souvent 20 points de retard, ils ont fait une remontada. Je vais vous donner le score dans le 4e quart-temps, 35-21, donc plus 14 dans le 4e quart-temps pour la Belgique. Israël s'est fait très peur, et sachant que voilà, donc ça veut dire qu'il y avait quand même moins 17 au début du 4e quart-temps. La Belgique s'est donné une opportunité de reporter ce match, mais Israël prend la victoire, donc Israël est actuellement en tête du groupe D. Du coup, le match qu'on attendait tous, la Pologne qui était invaincue contre notre équipe de France, qui sortait d'une défaite très 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 frustrante face à Israël. Il fallait réagir, et qui de mieux que notre Guerchon Yabusele national, notre capitaine, pour réagir. Enfin, il sort son premier gros match de la compétition, vraiment, et voilà, il est rentré dans la compétition, et quand on dit gros match, c'est très 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 gros match. Guerchon qui fait, je vais vous donner la stat, 36 points à 12 sur 20 au tir, déjà il prend 20 tirs, donc c'est une dinguerie. 6 sur 12 à 3 points, et encore il fait 6 sur 10 au lancer, donc il aurait pu mettre 40 si s'était impliqué un peu. 6 rebonds, 2 passes, 33 dévals, exceptionnel. Franchement, il fait son meilleur match que j'ai dit de la compétition. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a été cherché. Les meneurs, que ça soit Sylvain, que ça soit Eli, l'ont beaucoup cherché. Même Mamjaïté sur les short rolls le cherchait beaucoup. Il prend quand même 12 tirs à 3 points. Alors c'est clair qu'il a eu de l'adresse, donc en même temps ça l'a un peu encouragé à en prendre. Mais voilà. Aussi, je sais pas, alors il y a pas les fautes provoquées sur les stats de la FIBA, mais à mon avis, si l'Eval est à 33, c'est pas que par les points, parce qu'il a provoqué énormément de fautes, que ça soit sur les pauses d'écran, où ça le poussait parce que ça pouvait pas le tenir, sur le post-up, sur du rebond offensif, j'ai une action où il prend un rebond offensif et il y a faute en plus. Voilà, il a vraiment été dominant, il a fait mal physiquement, et quand il est fort comme ça à 3 points, c'est impossible à défendre, parce que tu dois sortir fort à 3 points sur lui, il est actif au rebond, sur le post-up, t'es obligé de venir trapper, il a trouvé des bonnes passes à l'opposé, et si tu le laisses jouer en 1 contre 1 sur du poste bas, c'est panier ou faute. Théo Malédon qui joue que 10 minutes, pourtant j'ai trouvé que sur le début de match, il était pas mal, il était agressif, il met son premier panier au début du match, il fait une passe décisive. Après c'est tout ce qu'on a vu de lui sur ce match-là. Sylvain est vraiment passé devant lui dans la rotation, alors même si Sylvain pour l'instant sur les 4 matchs, il a fait un seul très bon match. Sur le premier match, il a pas été exceptionnel. Sur les 2 derniers, il a été plus que moyen, pour pas dire pas bon. En tout cas, en termes d'adresse, là, il fait en 22 minutes, il fait 3 points, 1 sur 5 au tir. Il arrive pas à mettre dedans à 3 points, vraiment. C'est dommage, parce que, bon, après, les tirs à 3 points, il peut en avoir quand il veut, vu qu'il est tellement fort sur les décalages en 1 contre 1. Mais voilà, il arrive pas à avoir d'adresse à 3 points. Je vais essayer de trouver ses stats à 3 points sur le championnat, si ça veut bien charger. L'autre homme fort de ce match, c'est évidemment Eli Okobo. Eli Okobo qui fait en 33 minutes 14 points à 6 sur 14 et 10 passes décisives. Voilà, là on a vu le Eli Okobo qu'on voulait voir. Agressif sur pick and roll, on l'a vu jouer des 1 contre 1, des isolations, aller sur son spot. On sait quand il va à l'elbow, qu'il se lève. C'est comme ça qu'il a mis son buzzer beater contre la Bosnie, pendant les fenêtres. C'est là qu'il a mis ses tirs aussi avec Monaco, des gros tirs.
On sait que c'est son spot. T'as Balcerowski qui fait 2-13, il lui tire dessus, filoche. À la fin, il fait son petit step back, filoche. Il a été très bon aussi sur le pick and roll. On l'a vu trouver Mam Jaité, on l'a vu trouver Jalen Horde, on l'a vu trouver Guerschon Yabusele. Voilà, 10 passes décisives, c'est le premier Français qui fait 10 passes décisives sur cette compétition. Et franchement, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande sur ce match-là. Il a été vraiment agressif. On le voit dans le body language qu'il est agressif et qu'il cherche à créer pour lui et pour les autres. Qu'il cherche à créer un décalage. Voilà, c'est ce que je disais à Brad. On n'était pas d'accord sur le fait que oui, on va pas jouer tous les ballons. Voilà, encore une fois, il a pas joué tous les ballons, mais par contre, quand il avait le ballon, il se passait quelque chose. Soit il crée un décalage pour lui, soit il crée un décalage pour les autres. Et c'est ce qu'on demande à Elie Okobo. Du coup, les stats de Sylvain sur la compétition, à 3 points, il est à 3 sur 20. Donc 15%. Bon, c'est pas un top shooter à 3 points, mais il est pas non plus à 15% normalement. Donc après, on avait avec Guerschon, hein, ça va s'équilibrer. Il peut nous ressortir un très gros match sur le dernier match contre... le dernier match, c'est contre l'Islande. Donc voilà, s'il pouvait un peu nous mettre genre un petit 5 sur 8 à 3 points, ça ferait pas de mal sur le dernier match. Nadir n'a pas joué. TLC a été en difficulté et notamment, il a fait des actions un peu... Alors je sais, franchement, défensivement, ce qu'il fait depuis le début du tournoi, c'est très très bien. Moi, je suis content de son rôle, de son apport défensif. Mais là, aujourd'hui, il y a un post-up sur Balcerowski. Fait faute, mais cherche un peu la balle. Balcerowski est pas un bon shooter de lancer franc. Il lui arrache la gueule, anti-sportive. Derrière, il y a une contre-attaque quand la Pologne fait un run dans la fin de match. Le mec est tout seul devant. Tu vas pas pouvoir le gêner. T'as déjà une anti-sportive en plus. Laisse-le marquer le panier. Il laisse le lay-up parce qu'il est vraiment loin derrière et il fait une faute stupide qui donne un lancer franc en plus. Je sais pas s'il met le lancer par contre. Derrière, il provoque une faute sur une action, il reste 50 secondes, une remise en jeu ligne de touche. Il provoque une faute, il a 2 lancers. On est à plus 4 je crois à ce moment-là, il fait 0 sur 2. Donc bon, Chelsea, un peu en dedans sur ce match-là. Guerschon en a parlé. Isaac Ordinier qui joue que 11 minutes, mais j'ai bien aimé son apport. Il fait 7 points à 100% au tir. Il fait également 4 fautes. Il se l'est tué défensivement. Mais voilà, j'ai trouvé Isaiah bon. J'aimerais, après qu'on a Elie à ce niveau-là, t'as pas besoin, mais n'oublions pas ce que j'avais dit aussi sur les JO 2024. Isaac Ordinier a énormément progressé au playmaking, on l'avait vu sur les fenêtres, c'est un joueur qui est capable de prendre des pick and roll, c'est un joueur qui est capable de mettre un mec dans son dos, qui est capable de shooter à mi-distance, qui est capable d'avoir de la finition, de fixer et de kicker pour les extérieurs, donc c'est pas que un défenseur et un mec qui peut mettre des shoots ouverts à 3 points, voilà. Même si chacun doit avoir son rôle, mais c'est vrai que quand Sylvain est un peu en délicatesse et que t'as que Elie comme créateur, t'as le droit aussi de filer quelques plays pour Isaac Ordinier. Mam Jaité, moi j'ai adoré son match. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont détracteurs de Mam Jaité. Rolik, je sais pas si tu regardes la vidéo, mais voilà, Mam Jaité, il fait ce qu'on lui demande. Il a été, encore une fois, il a 4 sur 7 au tir. Je crois qu'il fait 4 sur 7 à tous les matchs, 8 points. Il met des petits hooks. Je crois qu'il en rate. Il en rate 3 du coup, mais il y en a un où il prend son rebond offensif, il va remettre dedans. Donc voilà, c'est un joueur qui est efficace encore une fois. Dès qu'il a joué du post-up, parce qu'il fait aussi 2 passes décisives avec 5 rebonds, il a su renverser les balles, il a su orienter le jeu sur du short roll. J'ai une action en tête où je crois que c'est Elie Okobo qui le trouve sur le short roll. Il kick, passe parfaite à Sylvain dans le corner, qui fait l'extra passe à je ne sais plus qui. Enfin, c'est vraiment, il y a eu des belles actions de basket. La Pologne aussi a fait des belles actions. Et Jalen Horde qui est pour moi le joueur le plus constant depuis le début de cette prépa. Voilà, pas clinquant, il met 10 points, 4 rebonds, mais il fait les actions qui font du bien. Défensivement, il est là dans l'activité, il gêne au rebond offensif, il est toujours dans les bons espaces, que ce soit pour Guerschon ou même Jaité qui arrive à le trouver, ou même les extérieurs. On a vu Elie qui l'a envoyé au alley-oop ou sur des dunks assez faciles. Donc voilà, encore un gros match de Jalen Horde. Côté Pologne, évidemment, il y avait le duo infernal de Jordan Lloyd qui met 18 points à 7 sur 16 au tir, mais qui a été bien tenu sur la fin de match, notamment par des grands, Guerschon qui a fait une bonne défense sur lui, et Mathieu Sponitka qui met aussi 16 points, 5 rebonds et 4 passes. Donc voilà, après, on avait dit que à l'intérieur, c'était pas exceptionnel. Balcerowski qui met 8 points à 4 sur 8 au lancer, 5 rebonds, moins 13 de plus-minus, voilà, c'était pas l'équipe qui allait nous faire le plus de mal à l'intérieur. Et il y a Sokolowski qui a mis pas mal dedans, qui met 15 points également à 2 sur 6. La Pologne a fait un bon match, mais voilà, le run et la performance aussi de Guerschon fait que on a pu gagner ce match-là et donc se replacer. On va voir sur les classements. Donc là, au niveau du classement, je l'ai dit, Israël est premier à 3-1, la Pologne est deuxième à 3-1 aussi.
La France est troisième à 3-1, la Slovénie est quatrième à 2-2, et Belgique à 1-3, et l'Islande à 0-4. Sachant que nous, on joue l'Islande sur le dernier match, donc normalement on devrait finir à 4-1. Israël joue la Slovénie. Voilà, c'est ça, Israël joue la Slovénie. Donc je compte sur Lucas, pour taper Israël et nous laisser la première place du groupe. Sachant que si du coup on est la Pologne qui va jouer donc la Belgique, qui sera peut-être aussi à 4-1. Donc si on est deux équipes à 4-1, vu qu'on a battu la Pologne, on sera premier du groupe. Par contre, si Israël bat la Slovénie, et que la Pologne bat la Belgique, et ben nous serons 3 équipes à 4-1, et vu comme c'est parti, on sera troisième. Comme quoi, le point average compte. Et donc si on est troisième, à l'heure actuelle, on jouerait donc le deuxième du groupe C, donc l'Italie. Bon, ça devrait le faire, hein, quoi qu'il arrive. Le groupe C, voilà, c'est pas non plus... Il y a la Grèce qui est numéro 1, mais voir si c'est sans Yanis, ce sera quand même une autre paire de manches. Pour les matchs d'aujourd'hui, c'est donc la dernière journée, c'est pour les groupes A et B avant les huitièmes de finale. Le Monténégro qui va jouer la Grande-Bretagne. Évidemment, on va pas donner le pronostic, la Grande-Bretagne, c'est trop nul. Estonie-Portugal. L'Estonie est pas dégueu quand même, hein, sur cette compète, enfin fait pas mauvaise figure, mais je pense que le Portugal va quand même l'emporter. Lituanie contre la Suède. Le problème c'est que là la Lituanie sans Jokubaitis, ils ont vraiment perdu leur meilleur joueur. La Suède, je les vois bien faire un sale coup. Je pense que la Suède va gagner ce match-là. République tchèque contre Lettonie. Arthur Zagars va encore jouer 6 minutes, mais bon, je pense que la Lettonie est quand même au-dessus de la République tchèque. On a un gros Finlande-Allemagne à 19h30, ça va être sympa. Demain soir, là, il y a des matchs. Finlande-Allemagne, bon, la Finlande c'est bien mignon, mais je pense qu'ils vont se faire désosser. Hein. De toute façon, je pense pas qu'ils vont mettre 110 points. Donc voilà, même s'ils font un match à 100 points, ils vont perdre. Ils vont pas se faire désosser, hein, mais voilà, l'Allemagne c'est vraiment costaud. Et en vrai, c'est tout à fait possible qu'ils prennent 20 points. Et Turquie-Serbie, bon là c'est chaud, là. Là, c'est chaud parce que les deux équipes sont à 4-0. La Turquie joue un excellent basket. La Serbie s'est très très bien réveillée sur le dernier match après l'annonce du forfait de Bogdanovic et a écrasé, je sais plus qui ils ont écrasé, mais ils les ont écrasés. Je crois que c'est la République tchèque. Je sais pas qui pronostiquer. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous voyez gagner pour ce match-là, qui sera à 20h15. Je pense quand même que la Serbie, et c'est pas faire offense à ma patrie mère, entre guillemets, je pense que la Serbie est plus costaud. Il y aura un beau duel sur le poste de pivot entre Jokic et Baby Jokic, mais je pense que la Serbie est quand même un cran au-dessus, même sans Bogdanovic. À voir ce que Micic va faire. Mais sachant qu'il avait pris un coup dans les côtes, donc je sais pas s'il sera à 100%, mais la Serbie c'est quand même très 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 costaud, et surtout avec Nikola Jokic. Je pense que Şengün va rencontrer un pivot en face. Je dis pas que Şengün va mettre 4 points, hein. Je pense qu'il va quand même faire un match, mais je pense qu'il va être en difficulté. Je pense qu'il va peut-être avoir même des problèmes de faute si c'est lui qui défend sur Jokic. Je vois la Serbie s'imposer d'une quinzaine de points, je pense. Donc voilà, encore une fois, n'oubliez pas de me souhaiter bon anniversaire, de vous abonner au compte Instagram et TikTok, et de commenter avec vos pronostics. Merci, franchement, c'est lourd. On débat et tout, il y a plein de nouveaux sur la chaîne, ça fait kiffer. Quand il n'y a pas des incidents bizarres dans les commentaires, mais voilà, c'est cool d'interagir avec vous, franchement ça fait kiffer. Et puis n'oubliez pas que à la base, même si là je me suis lancé dans ce truc sur l'Euro, à la base on est une chaîne qui parle d'Euroleague avec mon gars Brad toutes les semaines. Donc là on fera une grosse preview de l'Euroleague à la fin du mois de septembre. On a reçu les nouveaux micros, là j'ai pas eu le temps de les installer parce que c'était un peu le rush, mais voilà, on va vous faire du contenu quali, et donc n'oubliez pas, on fera des émissions hebdomadaires sur l'Euroleague tout au long de la saison. Donc restez si vous voulez suivre le basket européen. Plein de joueurs, j'imagine, ceux qui suivent que la NBA, il y a plein de joueurs que vous découvrez dans cet Eurobasket, et il y a beaucoup de ces bons joueurs qui jouent en Euroleague. Donc restez avec nous. Voilà, moi je vous dis à demain. Pas Banks.